Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. Je résume. Les rescapés ont raconté l'événement et leur vécu, tout en mettant en valeur l'indicible de cette expérience extrêmement traumatique. J'ai fait une erreur extrêmement traumatisante. Quand ils sont devenus écrivains, leurs enfants ont montré l'ampleur de la perte que représente la Shoah. Perte de membres de la famille, mais aussi de toute une culture juive. Et l'inaccessibilité de cette mémoire à tous ceux qui ne l'ont pas vécue. Plus encore que ces derniers, des petits-enfants écrivains mettent l'accent sur les effets de la Shoah dans les familles et cherchent à tout savoir de leur histoire familiale, sans nier l'indicible et l'inconnaissable, consubstantiel à toute narration de la Shoah. Le jeu, c'est Aurélie Bargenay, qui vient de publier un livre, L'ère des non-témoins, la littérature des petits-enfants de la Shoah, petits-enfants de la Shoah, entre guillemets. Aurélie Bargenay, maître de conférence en littérature comparée à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, et c'est une des grandes spécialistes de cette littérature, et notamment des petits-enfants. Alors, ça sera ma première question. Qu'est-ce que ça veut dire, les petits-enfants ? Oui, vous avez raison de commencer par là, Madame Vivorca. Le terme est compliqué, il n'est pas très adapté. J'avais le choix entre troisième génération, petits-enfants de la Shoah, descendants, sans préciser entre les enfants des rescapés et les petits-enfants. Donc j'ai fait j'ai contourné ce problème en mettant d'abord en valeur cette notion centrale pour moi de non-témoin. Ce qui m'a permis de évidemment faire référence à votre ouvrage si important, L'ère du témoin. Donc moi, j'ai appelé mon livre L'ère des non-témoins. Le mot important pour moi, c'est non-témoin. Et puis, parce qu'il faut que les personnes qui vont dans les librairies comprennent de quoi il s'agit, je fais le choix de petits-enfants. Mais évidemment, il y a un grand problème à concevoir qu'un événement puisse donner lieu à un enfantement. Et encore plus la Shoah. Ça semble impossible. Mettre troisième génération est aussi un problème parce que ça implique peut-être une démarche sociologique qui n'est pas la mienne. Pour moi, les petits-enfants de la Shoah, avec les guillemets de distance, ça renvoie à tous les écrivains juifs et non juifs, pour lesquels la Seconde Guerre mondiale et l'époque de leurs grands-parents. Donc, si vous voulez, l'idée de génération, elle est vraiment verticale chez moi. Elle est dans un rapport de filiation. Elle n'est pas dans l'idée d'une communauté d'expérience, comme chez Karl Mannheim. C'est plutôt vraiment l'idée d'un rapport au passé. Alors, on va revenir. En fait, en préparant cette émission et en lisant votre livre, qui est vraiment un livre important aussi, on va y revenir, parce que on entend ici ou là qu'est-ce qui va se passer quand les derniers témoins, entendus comme personnes ayant survécu et ayant été persécutés pendant la Shoah, donc très largement en ce qui concerne la France, les survivants d'Auschwitz auront disparu. Donc c'est une question qui se pose. Et finalement, votre livre s'inscrit dans ce débat sur les questions de transmission et de génération. Alors, en le préparant, j'ai hésité parce que j'avais envie de commencer, mais je ne fais jamais ça dans ces émissions, par la citation de Cécile Weisbrot que vous mettez en exergue. J'étais seule dans la gare et l'hiver et le froid, portant le poids des passés non vécus, témoin involontaire des abîmes séparant les générations. C'est quelque chose qui résume en fait votre propos. Alors, on va peut-être commencer par cette question de génération. Alors, vous venez de nous dire
que vous n'avez pas repris la définition de Karl Mannheim, qui est la définition, j'ai envie de dire, que tous les sociologues et les historiens adoptent. C'est quoi cette définition? Qu'est-ce qu'elle dit, cette définition? C'est l'idée d'une communauté d'expérience pour fixer, si vous voulez, une génération en sociologie. On va regarder des dates de naissance, on va faire des coupes. Moi, je suis spécialiste en littérature comparée. Je remarque que le livre qui fait parler de troisième génération, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Et puis, après, j'entends un certain nombre de polémiques que je suis. Donc, si vous voulez, j'ai un certain nombre de livres dont il faut que je parle. Est-ce que vous nous rappelez un peu ce que sont Les Bienveillantes? Oui, alors c'est 2006, prix Goncourt, prix de l'Académie française. C'est un livre monstre, dans tous les sens du terme, écrit par un franco-américain qui imagine quelque chose d'impossible, à savoir un nazi qui raconte son vécu pendant la guerre, pendant la Shoah, qui participe à la solution finale et qui raconte. Donc c'est un livre très littéraire et très compliqué, dans le sens où tout ce qui est dit est historiquement juste, en tout cas c'est ce que les historiens ont dit. Alors certains ont relevé quelques petits problèmes, il y en a toujours, mais évidemment il y a un problème à ce qu'un témoin non fiable, comme un nazi, puisse dire le vrai. Donc c'est un livre extrêmement littéraire, extrêmement compliqué, qui a beaucoup déplu, qui a suscité énormément de polémiques. Ce livre, je devais le prendre en compte, puisque... Il a déplu, mais il a aussi beaucoup plu. Parce que dans votre livre, outre un résumé de chacune des œuvres que vous étudiez, vous faites aussi, j'espère ne pas dire des sottises, mais une étude de la réception. Ah oui, donc c'est la ça, réception de Littell, des Bienveillantes, a été énorme, et pas seulement en France, puisque vous indiquez aussi pour chacun des livres qui ont trouvé un public, le nombre des traductions. Donc le succès de Littell a été un succès vraiment international. Oui, vous avez absolument raison. Mais si vous voulez, j'avais un certain nombre de personnes à prendre en compte en tant qu'auteur. Yannick Enel, Jonathan Littell, Laurent Binet. Laurent Binet, c'est HHHH. Yannick Enel, c'est Yann Karski. Littell, c'est Les Bienveillantes. Et c'est pas des personnes qui écrivent des textes de descendants typiques avec une enquête sur la famille, etc. Donc il fallait, si vous voulez, sortir un petit peu des limites de cette catégorie sociologique de la génération. Et j'ai vu qu'en Allemagne, on commence à voir, à comprendre que la notion de génération peut être utilisée aussi dans un sens vertical. Alors évidemment, ma tranche, c'est 2006-2012. Hein, je regarde les livres parus, écrits par la troisième génération entre 2006 et 2012. Donc, si vous voulez, il y a forcément une horizontalité. Ils écrivent tous à une certaine époque. On va y revenir parce qu'on va voir quand même ce que tous ces auteurs ont en commun, donc font quand même génération, et ce qu'ils n'ont pas en commun. Mais il y a un premier chapitre, un fort chapitre, où vous reprenez ces questions. Donc j'aurais souhaité la première génération, la génération 1,5 de Suzanne Suleiman, puis 2, puis 2,5, oui, puis 3. Je sais. Alors, la génération 1, rapidement, parce que c'est en fait, j'ai presque envie de dire le plus facile, quoi. Oui, quoique les rescapés ne vont pas se définir comme une génération, comme une première génération. C'est nous qui, a posteriori, pour analyser, pour expliquer, parlons de première génération. Mais il y a un grand problème à mettre ensemble un enfant qui a... ou quelqu'un qui était très jeune, et puis une grand-mère. Tout ça, ce serait dans la même génération. Donc vous voyez, même à ce niveau-là, c'est un problème. Parce que c'est dans le même train, donc voilà. Ça serait la même donc en gros, vous avez génération. Les écrivains qui ont survécu à la Shoah et qui écrivent. Ça, c'est ce qu'on peut considérer être la première génération. Et je persiste à dire que c'est un problème de parler de ça comme ça. Après, vous avez les enfants des rescapés. Forcément, les enfants des rescapés forment la deuxième génération. Eux se perçoivent en tant que tels. Alors, fils et filles de déportés,
avec les Klarsfeld. J'analyse tout ça. Je montre comment, en France, aux États-Unis, on parle d'abord de fils et de filles, puis après on bascule vers l'idée de deuxième génération. De sorte que moi, quand je suis arrivée dans ce champ, j'ai immédiatement parlé de troisième génération sans beaucoup réfléchir. Et c'est après que, évidemment, j'ai compris que c'était un problème. En plus de ça, vous avez les générations virgules. Il y a un vrai problème à qualifier les gens par des numéros, j'en ai bien conscience. Mais comme Suzanne Suleiman, elle-même enfant caché, ose se qualifier... Suzanne Suleiman a été un grand professeur de littérature comparée à Harvard. Oui, tout à fait. Et en dehors d'une œuvre assez théorique, on peut le dire, elle a aussi été un de ces écrivains de cette génération 1,5. C'est elle qui parle de 1,5 en expliquant que par là, elle veut montrer que ce sont des gens qui appartiennent à la fois au pendant la Shoah, à la première génération, mais aussi à l'après. Donc ça lui semblait un bon terme pour montrer une génération à cheval entre la première et la deuxième génération. Ce sont les enfants cachés. C'est Pérec aussi. Et puis, forcément, vous avez des gens comme Ivan Jablonka ou Marianne Rubinstein en France qui ont des parents orphelins de la Shoah. C'est-à-dire qu'ils ont des pères qui ont survécu à la Shoah, mais pas les grands-parents. Les grands-parents sont décédés. Donc, si vous voulez, ces personnes sont un peu différentes de la troisième génération lambda, puisque quand on écoute Ivan Jablonka, il vous explique que ce qui est très marquant pour lui, c'est autant d'avoir eu un père orphelin de la Shoah que d'avoir des grands-parents qu'il n'a pas connus. Donc, quelque part, ça rajoute un traumatisme supplémentaire. Alors, vous les mettez dans quelle génération Marianne Rubinstein et Jablonka? Alors, Jablonka et Rubinstein, c'est la génération 2,5. C'est ceux qui ont vécu avec des parents enfants cachés. Et donc, moi, j'analyse la génération 2,5 et la troisième génération en essayant de montrer la spécificité de cette génération 2,5. Alors, il y a une spécificité psychologique, familiale. Forcément, c'est très différent de grandir sans avoir connu ses grands-parents avec un père ou une mère qui n'a pas ses parents et qui en souffre. C'est extrêmement différent de quelqu'un de la troisième génération qui souvent connaît ses grands-parents ou les a connus. Alors, vous avez constitué votre corpus de petits-enfants. Alors, comment vous l'avez constitué? Donc, vous avez choisi ces dates. Pourquoi ces dates? Ces dates, parce que pour moi, le livre important qui fait connaître la troisième génération, j'ai aussi montré que le mot troisième génération, petits-enfants, apparaît dans la presse vers 2010, et c'est toujours à propos des bienveillantes. Alors, c'est probablement parce qu'après les bienveillantes, vous avez des livres extrêmement importants comme Les Disparus, de Daniel Mendelssohn, qui est un très très grand livre aussi. Après, vous avez la polémique Jan Karski avec Yannick Enel. Donc, 2006 était une évidence avec Les Bienveillantes. Et 2012, pourquoi m'arrêter en 2012? Parce que j'estime que je note qu'on est un petit peu dans une redondance des formes. Les trois grands types de narration que j'ai distingués se répètent. Donc, il m'a semblé inutile d'aller au-delà. Après, vous avez des livres très intéressants, très littéraires qui paraissent après 2012, comme le livre et le documentaire de Ruth Zilberman. Dont vous parlez aussi. Et je ne m'empêche pas voilà. d'en parler, évidemment. Alors, quelles sont ces trois formes ? Alors, déjà, je fais une étude. Est-ce qu'il y a plus de fiction? Est-ce qu'il y a plus de livres sans fiction, ce que j'appelle des récits? Est-ce qu'il y a des autofictions? On voit que là, il y a un équilibre. Évidemment, les personnes qui sont non descendantes vont avoir tendance à écrire davantage de fiction. Ça me semble logique. Les trois formes que j'ai distinguées, c'est d'une part ce que j'appelle le texte archéologique, c'est-à-dire les enquêtes familiales. Il y en a beaucoup. Les enquêtes familiales. Il y en a qui sont, généralement, ce sont des récits. Généralement, il n'y a pas de fiction. Souvent, il y a même un rejet de la fiction. Et puis, vous en avez quelques-unes où c'est un peu autofictif, comme L'origine de la violence de Fabrice Imbert. Et puis, vous avez des enquêtes entièrement fictives, comme Démon de Thierry S., qui, entre guillemets, prend prétexte d'une enquête familiale. Donc un homme, journaliste, juif, qui découvre que ses grands-parents ont été assassinés pendant la Shoah et qui part
sur les traces de ses grands-parents. Et à travers cela, pour Thierry Heiss, il s'agit d'écrire un roman politique. Mais c'est assez rare. Hein. Les enquêtes archéologiques, c'est vraiment généralement les descendants. On va les prendre un par un. Après, vous avez la fiction de témoignage. Le modèle, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Little. C'est-à-dire, on se met dans la peau d'un acteur de la Shoah ou d'une victime. C'est aussi le Karski de Bien sûr. Et puis la troisième forme, c'est ce que j'appelle les histoires croisées. Ce sont des textes hybrides. Ce sont des gens, généralement, qui se disent « Bon, cette histoire, l'histoire de la Shoah, elle est connue. Je ne peux pas avoir une seule histoire. Je vais essayer de mélanger deux choses. » Donc ça peut être une histoire du passé et une histoire du présent. Ça peut être aussi une histoire de victime et une histoire de bourreau. Ça peut être aussi mélanger des formes. Je vais, par exemple, écrire un roman et puis... en même temps raconter les coulisses de ce roman. C'est par exemple HHHH qui a eu un certain succès de Laurent Binet. Donc quand il y a un mélange des formes pour un petit peu innover, pour se différencier. Donc soit vous avez des gens qui enquêtent, soit vous avez des gens qui essayent de se mettre à la place des acteurs de la Shoah, ou soit vous avez des gens qui essayent d'innover, littérairement. Alors, l'enquête... De qui parlez-vous dans l'enquête ? Alors, dans l'enquête, je distingue déjà des textes qui ressemblent un peu aux disparus, ou même qui parlent des disparus de Daniel Mendelssohn. C'est Yvan Jablonka avec Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Et puis Marianne Rubinstein, C'est maintenant du passé. Ce sont des personnes de la génération 2,5 qui décrivent leur histoire familiale, ce que c'est que d'avoir un père orphelin de la Shoah et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette histoire, comment on peut la reconstituer. Jablonka, il est historien, donc il montre comment un historien peut reconstituer cette histoire familiale, dans quelles archives il faut aller. La chronologie de l'enquête est extrêmement importante, mais pas aussi importante que comme dans Les Disparus, puisque lui, il a choisi vraiment de travailler Jablonka selon la vie. Enfin, il suit la vie de ses grands-parents pour la raconter. Et puis vous avez Marianne Rubinstein, qui n'est pas historienne, qui aimerait bien faire quelque chose comme Les Disparus, et qui se rend compte que c'est pas vraiment possible. Elle n'en a pas vraiment la possibilité, donc elle décide de mettre en valeur sa mémoire, la mémoire familiale, comme fragmentaire. Donc c'est un texte qui intègre par exemple des poèmes, des chansons, des images. Et c'est un texte aussi qui rappelle un petit peu ce que les enfants de rescapés ont fait, c'est-à-dire la deuxième génération. Donc quand, vous voyez, la génération 2,5, parfois elle met en valeur aussi l'absence. Parce que si on regarde l'ouvrage de Jablonka, il est à la fois original, mais il s'inscrit aussi dans des textes qui ont été écrits par la première génération. Donc vous citez Françoise Milewski, vous citez Florence Hayman, Nicole Lapierre. Et Nicole Lapierre. Donc Nicole Lapierre, c'est les Juifs de Plotzk, d'où était originaire son père. Florence Hayman, c'est Tchernowitz, d'où venait sa famille paternelle, Joseph Hirschman. Je l'ai bien connu, c'est pour ça que je me permets de dire son nom. Et Françoise Milewski, c'est aussi sa famille. Or, à mon avis, il y a une différence sur laquelle je vais vous interroger. On est dans une émission d'histoire, je ne veux pas vous piéger. Mais la différence, c'est que Florence Hayman et Nicole Lapierre ne travaillent qu'à partir d'entretiens. Ce sont des livres de sociologues ou ethnologues qui travaillent que par entretien. L'originalité du livre de Françoise Milewski, dont la forme n'est pas la préoccupation essentielle, c'est qu'elle travaille à partir des archives. Et les archives ont aussi une temporalité qui est celle de leur inventaire et de leur ouverture. Donc la génération 2,5, qui est celle de Jablonka, a bénéficié de deux choses.
Florence Eyman, un peu, Nicole Lapierre aussi, mais moins que Françoise Milewski ou Jablanka, qui est et il faut le redire aujourd'hui parce que on est pendant les événements qui se passent en Ukraine, la chute du communisme, l'ouverture des archives à l'Est, la possibilité d'arpenter sans grande difficulté des lieux sur lesquels, en grande partie, on ne peut plus aller ou on ne pourra plus aller dans un avenir proche, et de toutes le travail qu'ont fait les historiens qui ont obtenu l'ouverture des archives de la persécution des Juifs. Oui, ça fait une grande différence et ça explique aussi certainement pourquoi la troisième génération, à la différence de la deuxième, qui cherche à mettre en valeur la mémoire comme trouée, comme absente, comme plus là du tout. La troisième génération, elle veut vraiment tout savoir, tout restituer. Elle essaye de toutes ses forces. C'est en elle fait s'attache Pérec contre Milewski, quoi, si on peut s'exprimer Alors, ainsi. moi, ce qui m'a frappé chez les trois femmes, anthropologues, sociologues dont vous parlez, c'est qu'on a affaire à des livres donc, de deuxième génération qui essayent de restituer des communautés. Et je pense qu'à la troisième génération, la génération 2,5, ou ce qui se passe en ce moment, on a entre 2006 et 2012, Jablanka, Rubinstein, etc., ce sont des personnes qui essayent de restituer vraiment l'histoire de leur famille et qui parlent beaucoup, qui sont dans une démarche verticale, c'est-à-dire qui vont beaucoup parler aussi de qu'est-ce que cette enquête produit sur mon père, sur la génération intermédiaire, parce que finalement, pour un orphelin de la Shoah, c'est ses parents, donc ça lui appartient. C'est très délicat pour ces personnes, souvent, de voir leurs enfants s'approprier cette mémoire. Et bien sûr, ils sont contents et que leur enfant s'y intéresse, mais ça reste quand même très douloureux quand tout à coup, ils se retrouvent à lire des lettres qu'ils n'avaient jamais traduites en yiddish, par exemple, et ça bouscule un petit peu leur propre mémoire. Je parle évidemment des orphelins de la Shoah. Là, il y aurait peut-être aussi, je vais vous embêter un peu, un effet de génération, qui est que la génération de Florence Eyman, Françoise Milewski, Nicole Lapierre, qui est ma génération, c'est-à-dire la génération née immédiatement après la guerre, dans l'ombre portée de la guerre, et la génération où on a vécu les grands récits historiques, et où effectivement, vous avez raison, on pense toujours en termes de nous. Le je est toujours une partie du nous. Et puis arrive une génération plus individualiste, où finalement, on récupère le jeu. Quand j'étais étudiante en histoire, et même beaucoup après, jamais on pouvait dire « je ». On disait toujours « nous », qui était soit le nous collectif, soit le nous, comme on dit, le nous de politesse. Oui, enfin, c'est ça. Le nous, voilà. Mais jamais un historien ne pouvait s'autoriser à dire « je ». Alors, Enzo Traverso vient d'écrire un livre justement là-dessus, sur cette tendance à dire « je » en histoire. Je pense aussi au travail de Virginie Linhart sur la vie après, qui explique qu'on ne parlait pas beaucoup de la vie après. On parlait évidemment de ce qu'on avait vécu au camp. Les rescapés parlaient essentiellement, disaient eux-mêmes « nous ». Le passage au jeu était très difficile. On ne racontait pas forcément ce qu'on avait vécu avant la guerre ou après la guerre. Juste pour terminer sur les enquêtes archéologiques, on a parlé de Rubinstein et Jablanka. On a aussi des gens dans cette tendance à l'enquête qui passent par l'image. C'est Anne Gorouben, qui est artiste et qui dessine et qui essaye de retrouver sa famille par le dessin et qui écrit aussi des textes, mais qui sont seconds par rapport au dessin. Vous avez Jérémy Dress, Nous n'irons pas voir Auschwitz. C'est un roman graphique. Il part en Pologne enquêter sur la famille de sa grand-mère. Et puis vous avez ces deux auteurs dont j'ai déjà parlé, Fabrice Imbert et Thierry Hess, qui ajoutent un peu de fiction à une histoire qui Est-ce que vous pouvez je connais bien le livre de Fabrice Imbert, L'origine de la violence, et j'ai vu aussi le film qui en a été tiré. Je ne connais pas le second auteur. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots? Alors, je signale aux auditeurs
qui achèteront, je l'espère, qui liront le livre d'Aurélie Bargenay, que pour combler les ignorances des lecteurs, elle a à la fin de l'ouvrage donné un petit résumé de chacun des ouvrages qui font partie de son corpus. Alors Fabrice Imbert... Oui, il y en a 22 quand même des livres. On ne peut pas attendre des personnes, des lecteurs qu'ils aient lu tous ces livres. Donc j'essaye de faire cet effort. Alors, Thierry Hess, c'est le seul livre qu'il va écrire sur la Shoah. Ça s'appelle Démon. Il imagine un journaliste qui s'appelle Pierre Rothko enquêter sur ses grands-parents. Qu'est-ce qui se passe dans le roman au début ? Son père se suicide. Son père est juif, il n'en parle jamais. Il a laissé une lettre. C'est le prétexte pour le protagoniste, pour Pierre Rothko, pour partir enquêter sur son histoire familiale. C'est une fiction. Thierry Hess n'est pas... c'est pas son histoire. Fabrice Imbert, c'est en partie son histoire, c'est un texte autofictif, mais pas Thierry Hess. Et je dois dire que ça m'a beaucoup impressionnée parce que à une époque où il y avait encore pas tant de livres que ça, comme ça, c'est quand même pas très différent de ce qu'écrivent de véritables descendants. Et c'est un prétexte pour lui, en réalité, je parle de Thierry Hess, de l'auteur, donc, pour écrire un roman politique. Beaucoup sur la Russie, sur la Tchétchénie, sur les drames d'aujourd'hui, mais sans oublier l'enquête familiale. Et c'est un écrivain, peut-être que l'on pourrait définir un écrivain par le fait qu'il n'y a pas un ouvrage, notamment un ouvrage autobiographique, quelle que soit la qualité littéraire. Je pense à Antelme, par exemple, pour la première génération, qu'on ne devrait pas appeler première génération, qui est quand même un livre, un des grands livres, mais qui est un livre unique. Donc on pourrait définir les écrivains, donc Fabrice Imbert aussi, par le fait qu'il n'y a pas un livre, mais qu'ils en ont écrit d'autres, soit avant, soit après. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec... Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on a de tout dans mon corpus. L'origine de la violence, donc à l'origine de la violence, c'est... donc, il y a l'histoire de Fabrice Imbert, qui est la sienne, que je ne vais pas raconter, et puis il y a le roman. Son roman, le héros s'appelle Fabre. Lui s'appelle Fabrice Imbert. Le héros, le narrateur, est... professeur de français dans un lycée franco-allemand, l'auteur aussi. Donc on voit bien ce qui se passe ici. Il y a une certaine liberté vis-à-vis de la réalité. Donc Fabre, un jour, se rend à Buchenwald avec ses élèves et il tombe en arrêt devant un prisonnier qui s'appelle Wagner, devant une photo d'un prisonnier qui s'appelle Wagner et qui est mis en joue par un nazi qui s'appelle aussi Wagner. Et il est très surpris mais il ne sait pas à ce moment-là que le nazi s'appelle Wagner. Il est très surpris parce qu'il trouve que ce prisonnier ressemble beaucoup à son père. Et il rentre à Paris, il interroge son père, qui ne veut rien raconter, qui ne veut rien lui dire, qui a peur que son fils lui vole son histoire. Et à force d'enquête, Fabre découvre qu'en réalité... son grand-père paternel n'est pas son grand-père biologique. C'est-à-dire que la grand-mère a fauté, la grand-mère a trompé son mari avec un homme d'origine juive, c'est David Wagner. Et la famille, découvrant ceci, a dénoncé David Wagner qui a été déporté. Donc c'est le récit... En même temps, c'est deux secrets de famille qui se mêlent. Voilà, donc je ne suis pas sûre que le secret ait été aussi secret dans la vraie vie de Fabrice Imbert, mais c'est en tout cas le choix romanesque qu'il fait pour raconter cette histoire. C'est une enquête. Donc le petit-fils découvre petit à petit cette histoire, et c'est l'occasion aussi pour Fabrice Imbert d'élargir. Mais encore une fois, l'histoire familiale reste première, elle n'est pas oubliée. La Shoah n'est pas un prétexte pour parler d'autre chose. Mais disons qu'il est aussi question de la violence en général, de cette
en connaissant cette histoire, il comprend mieux son père, il se comprend mieux lui-même aussi. Il est question d'une violence héritée, d'une souffrance qui n'est évidemment pas un traumatisme, mais qui viendrait de là. Vous savez combien aujourd'hui l'approche transgénérationnelle est très porteuse ou très parlante pour un certain nombre de gens. Alors mes écrivains ne sont pas... Il y a un livre là qui vient de sortir il y a quelques semaines de Nicolas Gaillard, Les illusions de la psychogénéalogie. Je pense que les écrivains dont je parle ne sont pas aveuglés par la psychogénéalogie et ne cherchent pas à se présenter comme traumatisés eux-mêmes, fort heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a les écrivains vont, surtout ceux qui enquêtent, relever des hasards, des coïncidences. Évidemment, quand on n'a pas connu ses grands-parents et qu'on découvre que, comme Yvan Jablonka, ses propres filles vont à la même école, c'est évidemment extrêmement touchant et on ne peut que le relever. Alors, en dehors de ces livres enquêtes, donc c'est le premier groupe, on a le deuxième, voilà. Les fictions de témoignages. Alors là, les deux livres les plus importants, c'est Les Bienveillantes. C'est aussi Yann Karski de Yannick Enel. Et puis, il y a aussi des livres un peu moins connus. Le Wagon d'Arnaud Rickner, 6 mois, 6 jours de Karine Thuil, qui est une autrice assez connue aujourd'hui. Et puis aussi Zimmer de Olivier Benyaya. Je rajoute un dernier livre qui n'est pas très littéraire, c'est celui de Mazarine Pinjot, Pour mémoire, où elle imagine un enfant traumatisé par Shoah, par le documentaire Shoah à la télévision. Donc vous voyez, on a dans ce corpus qui est beaucoup plus hétérogène, puisqu'on a différentes configurations familiales, des gens qui essayent de se mettre dans la peau d'un acteur de la Shoah. Que ce soit un résistant comme Yann Karski, que ce soit un nazi comme Les Bienveillantes, mais aussi un grand-oncle déporté dans un train de la mort pour Arnaud Rickner. Alors il y a une question... Une grande question, je ne sais pas si on va la poser, qui court sur toutes les générations, qui est qu'est-ce qui fait littérature ? Alors pour la première génération, on va l'appeler comme ça par facilité, on peut dire quand même que le passage du temps a permis en quelque sorte de distinguer les grands livres. Chacun d'entre nous a son panthéon, Primo Levi, Charlotte Delbo, Anthelme et quelques autres de la masse de témoignages dont une de vos collègues, Carla Grierson, affirmait qu'il y avait toujours littérarité. Mais enfin, il y a quand même un problème qui se pose. Vous prenez un corpus, vous le prenez en fonction des principes narratifs de l'écrivain. Mais pour vous, quel est, par exemple, dans cela, quel est votre favori ? Oui, il y a le temps, hein, je reviens juste sur ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Mais regardez Primo Levi, quand il écrit « Si c'est un homme », il nous dit dans la préface je n'ai rien ajouté, ce n'est pas de la littérature, parce qu'évidemment, à cette époque, pour lui, l'enjeu, c'est que les gens croient à son témoignage. Donc, longtemps, il y a une impossibilité. Un texte ne peut pas être un témoignage s'il est littéraire. Donc, il y avait à la première génération, on met bien les guillemets à la première génération. Oui, ils disent tous, je ne fais pas de littérature, ce que je dis, c'est la vérité. Et puis aujourd'hui, où il y a plus d'apaisement et où où le temps est passé, on voit bien qu'il y a de la littérature dans Si c'est un homme. D'ailleurs, c'est un texte que je fais avec mes étudiants. On peut en parler. Oui, il y a des éléments littéraires. Il a été au bac français. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a un peu moins de problèmes de ce point de vue-là. On peut plus facilement revendiquer un témoignage comme étant littéraire. On est bien d'accord sur le fait que la troisième génération ne peut pas témoigner, ne témoigne pas, n'écrit pas de témoignage. C'est extrêmement important de le rappeler. Dans ce sens-là, le caractère littéraire, enfin la qualité littéraire du texte est plus importante. Oui, alors, on va parler de la qualité littéraire. La qualité littéraire, c'est fini l'époque où littéraire, ça voulait dire beau, conforme à un certain style. Ouais. C'est fini depuis longtemps.
Pour moi, personnellement, un texte littéraire, c'est un texte que je peux interpréter avec mes étudiants. C'est-à-dire qu'on peut en parler, on peut formuler un certain nombre d'interprétations. Pourquoi les choses sont dites comme ceci, comme cela? Il y a plusieurs possibilités, chacun n'a pas la même hypothèse. Il y a une polysémie de sens, il y a plusieurs sens possibles. Alors c'est un peu compliqué à imaginer sur la Shoah, mais ce qu'on interprète, c'est évidemment pas les événements historiques. Bien sûr. Attention, bien sûr. Donc pour moi, un texte, il est littéraire dans ce sens-là, quand je peux l'interpréter, quand il donne lieu à plusieurs... par exemple, prenons Les Bienveillantes. On a fait un mauvais procès à ce livre. Parce que, en fait, dans ce que vous énumérez de ces ouvrages, il y en a 4 qui ont trouvé vraiment leur public. Oui. C'est L'origine de la violence, c'est HHHA, petit H pour l'avant-dernier H. Les Bienveillantes, Yannick Eneld, et puis peut-être Jablonka aussi. Et Jablonka et Jablonka. Alors vous avez aussi dans le 3e groupe dont on n'a pas encore parlé, les livres de Colombe Schneck, qui sont quand même connus aussi. Mais on était sur la littérature. Donc en effet, je suis pas là pour juger. C'est pas moi qui peut dire ça c'est littéraire, ça l'est pas. Mais je note qu'il y a des textes qui ne suscitent pas véritablement, où je ne peux rien interpréter. Pire, des textes qui pour moi sont des textes d'indignation. Et comme disait Primo Levi, un bon écrivain, il suscite l'indignation. Mais il n'est pas indigné lui-même. Oui. Ce n'est pas parce qu'on est indigné soi-même qu'on est écouté. En fait, il faut qu'il y ait un dialogue possible avec l'œuvre. Il faut que le lecteur puisse dialoguer avec le narrateur. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important. Quand il y a un dialogue possible, regardez Les Bienveillantes. Quand vous sortez de cette lecture, vous êtes chamboulé. Il y a des moments où vous avez oublié que c'était un nazi qui parlait, des moments où vous avez dit mais ce type est complètement fou. Et en même temps, on continue à lire, on dialogue sans cesse avec ce narrateur extrêmement antipathique. C'est très interactif comme expérience. Si on lit La mort est mon métier de Robert Merle, qui date quand même de 1952, là on sort de là, on sait ce qu'il faut penser. C'est-à-dire le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, qui dans le livre est Rudolf Lang, eh bien Robert Merle nous explique que quand il était enfant, il a eu froid, et puis ses parents n'étaient pas gentils, donc c'est pour ça qu'il n'est pas empathique, et donc c'est pour ça qu'il se retrouve à Auschwitz, et que ça lui fait rien de faire ce qu'il fait. Moi, C'était aussi, vous parlez du transgénérationnel qui est à la mode aujourd'hui chez les psys. À l'époque où Robert Merle écrit La mort est mon métier, pour lequel je serais moins négatif que vous d'ailleurs, c'est l'époque de William Reich, de toutes ces théories comme quoi le nazisme et les personnalités nazies viennent de la répression, notamment la répression sexuelle et l'autorité des pères. Donc dans ce sens-là, il y a toujours une interaction malgré tout entre ce que les gens écrivent et la pensée dominante de l'époque. C'était important en son temps, ça reflète quelque chose d'important de cette époque. Mais aujourd'hui, c'est quand même un peu un problème si quelqu'un n'a lu que Robert Merle. C'est ça que je veux dire. Absolument. C'est pas l'alpha et l'oméga de la psyché du nazi. Alors là, on a parlé de la question littéraire, mais il y a eu... tous ces écrivains ont vécu sous l'impératif moral qu'avait imposé Claude Lanzmann. Je ne parle pas de Shoah, mais je parle de l'accompagnement de Shoah, du mode d'emploi de Shoah mode d'emploi, là, pour paraphraser Pérec, Shoah mode d'emploi qu'a imposé avec une grande vigueur, une grande violence et un certain nombre de relais Claude Lanzmann. Annette Vivorka, vous suivez vraiment cette actualité littéraire. Vous êtes historienne de la mémoire de la Shoah. Vous connaissez très bien ces livres.
Et évidemment, vous parlez de l'importance de Lanzmann. Mais honnêtement, ce corpus de troisième génération, ces petits-enfants de la Shoah, quand ils arrivent en 2006, ils sont immédiatement suspects. Qu'est-ce que ces jeunes auteurs ont à nous dire sur la Shoah ? La presse est quand même un petit peu fraîche à leur égard. Et puis, il y a toujours ce soupçon de « ils vont parler de la Shoah parce que ça fait vendre ». Pour se démarquer, pour avoir du succès, parce que quand on sait que ça continue aujourd'hui, bah, bien sûr. Dans les polémiques où les questions morales sont très largement... il y a la Shoah, ça fait vendre, ce qui n'est pas forcément vrai en plus. Oui, mais même en colloque, j'ai entendu ça. Ah oui, mais votre corpus, c'est un corpus d'écrivains qui veulent le succès, etc. Et puis même, je veux dire, c'est quoi cette idée qu'on voudrait être lu pour pas avoir de succès ? C'est très bizarre. En tout cas, moi... Et l'autre idée, c'est que si on a du succès, c'est que c'est forcément pas bon. Oui, mais voilà. Ça, c'est depuis déjà le 19e siècle. C'est comme ça, parce que je suis spécialiste de Zola aussi, donc je peux faire des parallèles. Et comme ça avait du succès, forcément, c'est mauvais. Mais ça, c'est très français. Alors, ces écrivains-là, c'est pas que j'ai eu envie de les défendre, mais j'en avais un petit peu assez, si vous voulez, de voir toujours les mêmes noms. Et puis, Jan Karski de Yannick Enel, c'est un petit peu l'exception dans le corpus. C'est-à-dire que c'est le seul à... se substituer comme ça à la voix du témoin, à dire je vais être le témoin du témoin. C'est un peu l'exception. Donc ça, il y avait plein de choses comme ça qui m'énervaient un peu. Je me suis dit non, il faut que j'aille voir c'est quoi ces textes, qui écrit ça, pourquoi. Donc il y avait cette volonté vraiment de donner à voir toute la troisième génération, d'avoir une idée plus juste de cette production, analyser les débats, non pas les corriger, mais montrer que dès qu'on parle de la Shoah, on est quelque part, on n'est plus dans la littérature, on est sur d'autres questions, des questions historiques, des questions morales, etc. Et qu'il n'y avait pas que Binet, Enel, Jablonka et Little. Donc il y avait vraiment cette volonté chez moi de prendre un peu de distance par rapport aux polémiques que je retrace dans le livre. Alors, vous avez parlé des bienveillantes. On va dire peut-être deux mots de la polémique sur Karski. Oui. Voilà, parce que j'ai été partie prenante, peut-être même à l'origine de la polémique. Tout à fait. Voilà. Un peu malgré moi, parce que je ne suis pas une polémiqueuse professionnelle et je ne suis pas, et j'aime la littérature, donc je n'ai aucune hostilité à l'égard des fictions qui prennent pour thème la Shoah. Oui, mais c'est rare, Annette Dvorka. Vous faites partie des rares historiennes, en plus spécialistes de la Shoah et de la mémoire de la Shoah, à lire des textes littéraires et à les regarder comme de la littérature. Généralement, on a quand même plutôt le réflexe inverse de dire « oui, non, mais ça va pas, ça, c'est mal dit, etc. » Alors écoutez, moi, je retrace effectivement cette polémique. Ça a eu lieu chez Finkielkraut, je crois, dans l'émission Réplique, mais aussi dans un article que vous avez écrit pour l'Histoire. Vous vous êtes ému de ce texte qui, selon vous, contenait des erreurs historiques. Et c'était votre droit total de relever ces erreurs. Moi, là-dessus, j'ai une position très claire, d'autant plus que je m'appuie sur Todorov, sur Tsvetan Todorov, qui distingue très clairement entre deux types de vérité. Entre la vérité d'adéquation et la vérité de dévoilement. Donc la vérité d'adéquation, c'est par exemple, est-ce que la Shoah a existé ou non ? Bon, la vérité, elle est claire. Oui, elle a existé. Est-ce que les gens sont morts ? Oui, ils sont morts. C'est une vérité sur laquelle il y a encore des progrès. Les historiens travaillent sur cette vérité, mais elle ne connaît que le oui ou le non. Et puis vous avez la vérité de dévoilement, c'est ainsi que l'appelle Todorov, où, par exemple, la question est pourquoi le nazisme ? Et là, il n'y a pas qu'une seule réponse. Et là, les écrivains sont légitimes, comme d'autres personnes, à, entre guillemets, donner leur avis, même si une œuvre littéraire n'est pas réductible à donner son avis. Et là, le problème, c'est que Yannick Enel se situe, fait parler Karski, emprunte sa voix pour lui faire dire des choses qui sont fausses.
qui sont historiquement fausses, donc qui touchent, si vous voulez, à la première vérité, à la vérité définie par l'historien. Et c'est normal qu'une historienne dise « attention, ça s'est pas passé comme ça ». Mais je pense qu'il touche aussi à la vérité de dévoilement. Peut-être parce que on est baigné par l'Ukraine en ce moment, faut pas se... Voilà. Donc, et que je suis allé à Berdichev et que je me suis incliné devant la maison natale il y a quelques années de Vassili Grossman, je pense à la vérité de dévoilement de Vie et Destin et d'autres textes. Là, c'est une vérité de dévoilement qui n'est pas une vérité, puisque il laisse à penser indigné, parce que vous parliez de l'indignation. Ah oui, il a vraiment une posture d'indignation. Il a une posture d'indignation sur quelque chose dont on voit bien que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en octobre 1943, les jeux sont faits et laisser croire aux lecteurs, dévoiler que la chose serait possible, en voulant interférer, bien évidemment, vous le dites, dans le champ politique, c'est fourvoyer cette vérité de dévoilement. Il ne dévoile rien. Son dévoilement, à mon avis, est... je ne voudrais pas dire du mal de Yannick Enel, c'est un très bon romancier. C'est un bon écrivain, c'est un bon écrivain. Et puis, j'ai été, comme tout le monde, bouleversé par ses chroniques dans Charlie, sur le procès de Charlie. Donc, vraiment, c'est pas du tout, je voudrais pas qu'on croie que je m'acharne. Non. Voilà. Mais quand la vérité de dévoilement est, elle aussi, fausse au sens de pas juste, pas vrai, mais pas juste, ça pose un problème. Et c'est votre travail de dire attention, c'est dangereux, on ne peut pas faire ça. Mon travail, il est différent, puisque je ne suis pas historienne, je suis spécialiste de littérature comparée, c'est d'analyser la réception et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Enel fait ça. Alors, j'ai des collègues chercheurs en littérature qui ont écrit des textes là-dessus. Pour eux, il y a substitution du témoin. Il y a la volonté de parler à la place du témoin. Moi, je vais un petit peu plus loin. Pas dans le reproche, mais dans l'usurpation, si vous voulez. Pour moi, il y a chez Enel vraiment une conception un peu... très très forte de la littérature qui fait penser au romantisme allemand. La littérature, elle doit être politique, elle est sacrée, ce sont des choses évidemment qui ont disparu de notre horizon, mais qui étaient très présentes à l'époque romantique. Donc pour moi, il y a usurpation de la voix de Karski. Il utilise sa voix pour donner son avis, pour émettre ses opinions. Donc il entre un petit peu dans quelqu'un de décédé comme un moulin, comme disait Sartre, mais surtout, il usurpe aussi la posture du témoin. Et on sait combien les témoins, les rescapés, ont quasiment un côté sacré aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a cette volonté d'adopter la solennité aussi de la voix du témoin pour resacraliser la littérature. On va être obligé d'arrêter, Aurélie Bargennet. On aurait pu discuter longtemps, parce que vous l'avez compris, ce sont des questions passionnantes, qui vous passionnent, qui me passionnent, et dont j'espère qu'elles passionneront aussi de très nombreux lecteurs. Donc Aurélie Bargennet, l'ère des non-témoins, la littérature des petits-enfants, entre guillemets, de la Shoah, enfin, les petits-enfants de la Shoah, l'expression est entre guillemets, aux éditions Quimet. Ça sort vendredi. Merci Annette.